Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série dédiée aux armes suisses, puisque vous avez dû voir récemment que je sors un livre dédié aux fusils suisses, aux armes d'épaule suisses. Ça commence à peu près dans les années 1860, notamment avec les Vetterli. On continue avec les Schmidt-Rubin. Il y aura différentes parties du livre qui sont en fait les différentes séries de vidéos que vous allez voir par la suite. Et on termine par évidemment le FAS 90 ou le Sturmgewehr 90. Et donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de balayer un petit peu, de reparler un petit peu comme ça du Vetterli. C'est vrai que j'avais fait il y a quelques années une vidéo dédiée où j'avais un peu condensé toute l'histoire. Et là l'idée c'est d'en reparler, puisque oui évidemment, je sors mon livre sur l'histoire. Je précise que le livre est bien plus complet que ce qu'on verra ici. Ici, on est sur le pas de tir et on va faire un peu de tir avec le Vetterli. Et c'est une chance de pouvoir tirer avec ça parce qu'on les voit pas souvent sur les pas de tir. Alors, il y en a quand même pas mal sur le marché français à la vente, mais la particularité du fusil Vetterli, c'est que il s'agit d'une percussion annulaire. Donc non seulement déjà on est en poudre noire, mais en plus on est en percussion annulaire. Donc il faut pouvoir trouver les cartouches. Alors moi j'ai de la chance. J'ai quelques cartouches, mais c'est de la percussion centrale. Et oui, mon Vetterli a été converti à la percussion centrale. Là, il y a un petit trou dans la tête de culasse qui permet de faire la percussion et de faire un peu revivre ces armes. Je ne vais pas tirer en poudre noire aujourd'hui, ce sera de la poudre sans fumée. Mais on va pouvoir s'amuser un petit peu. Alors déjà, pour reparler de l'histoire de ces fusils, c'est assez complexe parce qu'on est à peu près au milieu du 19e siècle et à ce moment-là, il se passe énormément de choses. On pourrait prendre comme point de départ la guerre civile américaine, puisque durant ce conflit, il y aura pas mal de systèmes d'armes, et je dirais d'armes de petit calibre, d'armes individuelles, qui vont se côtoyer sur le champ de bataille. Évidemment, il y aura toujours les vieux fusils à percussion, à poudre noire et chargement par la bouche. Mais à peu près sur la même période apparaissent les fusils à chargement par l'arrière et pour certains à cartouches métalliques et mieux encore à répétition. Alors évidemment, on pense évidemment à la Henry 1860 qui a été utilisée durant la guerre civile américaine mais en très petite quantité. Elle a plusieurs défauts, notamment c'est que sa cartouche est quand même assez faible. C'est une petite cartouche, mais elle offre quand même un volume de feu intéressant. Il y a un autre point aussi qui nous intéresse, cette fois-ci c'est en Europe, c'est le fusil Drais, le fusil prussien Drais. Donc l'Allemagne a en 1840 un fusil à chargement par l'arrière. Et là ça va un petit peu bouleverser les choses, et surtout jusqu'en 1866, à la bataille de Sadowa, si je ne me trompe pas. Eh bien, ils vont mettre une tannée à leurs adversaires parce que la grosse force, évidemment, du chargement par l'arrière, c'est la rapidité de feu. Si avant, un soldat pouvait, dans les bonnes conditions, faire 3 tirs à la minute avec son chargement par la bouche, là, à la culasse, c'est démultiplié. Donc, dans cette effervescence des années 1860, eh bien, la Suisse, elle va essayer d'adopter une nouvelle arme. Parce que la Suisse, en fait, son armement est finalement assez récent. La première véritable arme suisse, c'est la Fédérale 1851. Et elle n'est dédiée que pour les carabiniers. Les carabiniers dans l'armée suisse, ce sont les troupes d'élite. Donc on pourrait dire les très bons tireurs. En fait, il y a 3 catégories dans l'armée suisse. Tout est évidemment décrit dans mon livre, mais voilà, le top du top, c'est l'élite. En français, c'est l'élite. Et donc, ils ont une très belle carabine de précision, de tir. Le reste de l'armée est encore avec des fusils à percussion. Et il faut un petit peu changer tout ça parce que la Suisse est au centre de l'Europe et elle est entourée de voisins un petit peu belliqueux, notamment la France et l'Allemagne. Et ça se répétera, l'histoire se répétera quand même 3 fois, avec la guerre franco-prussienne de 1870, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. La Suisse a quand même un avantage géographique, c'est qu'elle est quand même un petit peu protégée. Au nord, il y a quand même des montagnes, les montagnes du Jura. Bon, au sud, il y a les Alpes, qui la protègent un petit peu des Italiens. Mais à l'est, il y a quand même c'est un petit peu ouvert au niveau du lac, et il y a les Autrichiens. Mais on voit que la Suisse, quand même, là où elle est placée, faut que son armement soit au niveau, parce que en face, il y a l'armée française et il y a l'armée prussienne.
Et donc, il faut montrer un petit peu qu'ils sont capables de défendre leur territoire, de défendre leur neutralité. Et à ce moment-là, le chemin de fer se développe en Suisse. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre le chemin de fer et les armes à feu? Eh ben c'est SIG à Neuhausen. À ce moment-là, SIG développe, s'est implanté, c'est une très grosse usine qui justement se met en place pour le développement du chemin de fer en Suisse. Il y a un certain Friedrich Vetterli qui intègre l'usine vers, je crois, 1864, je corrigerai. Et l'usine dispose de machines-outils qui permettent en parallèle de potentiellement développer des armes à feu. Et ils veulent se diversifier, ils veulent diversifier leurs activités et proposer des armes à feu. Je vous la fais courte, mais Vetterli va du coup proposer un design qui va être celui-ci. Alors celui-ci là que j'ai dans les mains, c'est un Vetterli 1871. Bon, il y a eu d'autres versions avant, ça a commencé vers 1866. Et en fait, le truc c'est que justement sur les années à peu près 65-66, l'armée suisse teste la Winchester modèle 66. Et elle a quelques caractéristiques intéressantes parce qu'elle tire le 44 et c'est une cartouche annulaire à poudre noire encore. Mais c'est une arme à répétition. Et ça c'est très intéressant parce que faut bien comprendre que les Suisses, l'armée suisse, eh bien elle est inférieure en nombre par rapport à ses voisins. Et donc, avoir une arme à répétition, c'est intéressant. Certes, le calibre est plus petit. Là, on est en 10-4, mais vous voyez que la puissance, si on la comparait à, par exemple, du 11 mm gras, ce serait bien inférieur. Mais on a un avantage énorme, c'est que là, on a quand même un tube où on peut avoir 10 ou 11 cartouches sur les modèles, plus une dans la chambre. Donc, quasiment un total de 12 cartouches. Et ça... ça peut compenser un petit peu le faible nombre et il va s'avérer que effectivement la Suisse va être la première nation européenne à adopter un fusil réglementaire à répétition. Voilà, si vous regardez, juste avant, donc là on est en... Là, le modèle est de 71 parce qu'il a été modifié, mais la première adoption c'est 1869, juste avant justement la guerre franco-prussienne de 70. La vérité c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de Vetterli qui seront présents dans l'armée suisse au moment de la guerre franco-prussienne. Ils auront surtout des Peabody. Ils vont adopter des Peabody, ils vont acheter aux États-Unis et en faire venir pour justement équiper, en fait, arrêter d'utiliser les fusils à percussion. Alors sachant que c'est pareil, je décris évidemment tout ça dans mon livre, mais il y a toutes les conversions, notamment Milbank Amsler, ces conversions qui permettent de faire le chargement par l'arrière, mais ça reste du monocoup. Et donc là, avec le Vetterli, l'armée suisse est vraiment au top du top. Alors je ne vais pas continuer trop sur l'histoire, mais il faut savoir que le Vetterli va être décliné dans pas mal de versions. C'est assez complexe de s'y retrouver parfois. On peut noter pour l'infanterie les modèles 71, les modèles 78 et 81. C'est vrai que globalement, ils se ressemblent assez. Il y a quelques petites modifications. En fait, ces dates correspondent à des dates d'ordonnance où on estime que, il y a suffisamment de modifications, hop, c'est un nouveau modèle. Il y aura évidemment la version Staudzer pour les carabiniers, donc qui se distingue tout de suite. Il y a 2 détentes. Et il y aura des versions pour la cavalerie. Ces versions pour la cavalerie sont extrêmement rares. On parle de peut-être 3000 unités. Et il y a des versions ensuite pour les gardes forestiers, des fusils courts, des carabines, etc. C'est assez impressionnant de voir qu'en fait, ça c'est un thème de collection à part entière et on pourrait passer sa vie à collectionner tous les modèles, à collectionner toutes les variations, les fabricants aussi, parce que le mien est de SIG, parce que c'est écrit en français, c'est ça qui est étonnant, c'est écrit Société Industrielle Suisse. Et donc il y a plein de modèles. Et on pourrait même extrapoler avec l'Italie, mais on en reparlera juste après. Bon allez, on va faire quelques tirs quand même. Donc le fusil Vetterli, qu'on appelle un Vetterli, du nom de son inventeur, comment il fonctionne? Eh bien, on pourrait dire que c'est une arme, c'est à peu près la Winchester du 166 que les Suisses ont testé, mais au lieu d'avoir un levier sous garde, eh ben on a une culasse, et on a une culasse qui fait monter le transporteur. Pour le reste, c'est pareil, hop, on descend, on a le magasin tubulaire, et voilà. Et si ça veut bien. Et l'énorme défaut du magasin tubulaire, c'est son temps de chargement, parce qu'effectivement, quand le soldat suisse, il tire ses 10 ou 11 cartouches,
bah, il va passer un peu de temps à recharger quand même. C'est le gros défaut quand même. Mais dans l'emploi des Suisses, ça peut être intéressant parce que on peut imaginer que bon, la caricature, c'est en haut d'une montagne, ils tirent en haut d'une montagne avec les troupes ennemies en contrebas, mais ils peuvent délivrer un gros volume de feu, se mettre à couvert, se mettre en retrait, avoir le temps de recharger et revenir. Et donc faire beaucoup de dégâts et faire du tir embusqué finalement, ce qui peut être dans leur doctrine défensive plutôt intéressante. Allez, on va faire du tir. Alors il faut savoir qu'on voit effectivement la cartouche. Il y avait un couvercle ici qui a été enlevé avec le temps. Il y avait aussi un système de cut-off. Sur cet exemplaire, il y avait le cut-off, mais il a été enlevé. Donc l'idée c'est simple, on actionne une culasse comme n'importe quelle culasse que vous connaissez. Ça va faire monter, il faut y aller, voilà, un petit peu franchement. Parce que là j'essaie de vous faire la démonstration. Et ça va charger, et hop, ça va faire descendre. Donc là c'est prêt à faire feu. Il n'y a pas de sécurité. La deuxième cartouche en dessous est là, l'autre est dans le tube, etc. Je ne vous cache pas que c'est une arme qui est longue, donc qui fait du poids quand même. Ben on va essayer ça. Alors la hausse, petite particularité, commence à 225 mètres très précisément. Elles sont assez fragiles, il ne faut pas appuyer vers le bas. Sinon, ils ont rajouté un petit piton juste en dessous pour éviter justement les casses. C'est une visée très très fine. Alors, bah écoutez, c'est parti. Allez, le Vetterli. Ok, bon, c'est très très soft. La détente a une course très très courte. On va essayer l'éjection. Ok, très bien. C'est très soft à tirer. Bon, après, c'est un rechargement spécial en poudre sans fumée, mais ça fonctionne bien. Ah, petit problème. Ok, l'étui. Il y a un peu de mal. Petit problème d'étanchéité, mais bon, ça fonctionne quand même. Allez. Ok. Ouais, super. Fonctionne bien. Bon, on va continuer quelques tirs. Alors en effet, le Vetterli, il n'a pas que des qualités. C'est une arme de bonne facture, etc. Mais bah, le problème du magasin tubulaire, donc c'est comme je le disais, son temps de rechargement. Là, je vais en mettre 5 et vous voyez, bon, je suis tranquille sur le pas de tir, ça passe très bien. Mais on est censé être en poudre noire. Donc, l'encrassement dans un système un peu plus complexe qu'un fusil monocoup, je pense que ça doit pas être évident au bout d'un moment. Allez, on va essayer. Et je trouve qu'il faut y aller quand même assez franco pour faire monter. Hop. Par contre, c'est vrai que ça passe bien. Je trouve que par contre, cet appui là ne me sert pas à grand chose, mais le tir est plutôt agréable. Alors je note qu'il se chauffe un petit peu quand même. Bon, le Vetterli, ok, on peut le collectionner. Il y a aussi, dans le livre, évidemment, je parle des quelques accessoires, dont les baïonnettes. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes les baïonnettes, il y en a quand même très sympathiques. Moi, ma préférée, c'est celle de musicien, parce que la baïonnette de musicien, elle ne peut pas se mettre sur le fusil. La baïonnette de musicien, elle a le pommeau entièrement plein. Et ça, c'est assez rigolo, parce que de se dire qu'ils ont fabriqué des baïonnettes uniquement pour les musiciens, uniquement pour faire de la parade. Et je trouve ça assez rigolo. Je ne connais pas une autre armée qui ait fait ça dans le monde. Bon, voilà pour le Vetterli suisse. Je vais terminer. J'ai 6 cartouches, 6 ou 7. Et je vais essayer de tirer rapidement pour faire un petit peu la démonstration du volume de feu que ça peut représenter. Alors évidemment, c'est une arme qui a un certain âge. Les cartouches sont pas les plus adaptées, donc il peut y avoir... Ne m'en veuillez pas si ça ne fonctionne pas parfaitement. Allez, on va essayer ça. Parce que j'ai remarqué que déjà, l'extracteur ne récupère pas très bien les bourrelets de l'étui.
Allez, c'est parti. Et ben, je peux vous dire qu'il est chaud, il est brûlant. Ah là c'est brûlant, brûlant, je le sens même sur le garde-main qui est en bois. Bon, et ben ça a bien fonctionné, très très bien. C'est quand même assez plaisant, même si le poids, vers l'avant, on le sent bien. Allez, on va passer sur une autre arme, vous allez voir, c'est assez curieux. Alors la suite, et ben, comme je vous le disais, il n'y a pas que les Suisses à avoir adopté le Veterli. C'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à l'exporter dans d'autres pays, sauf l'Italie. Alors l'Italie, elle a fait le choix, elle, par contre, d'adopter déjà sa propre cartouche, c'est pas le 10-4 suisse, et ensuite d'adopter un Veterli, enfin un fusil du système de Friedrich Veterli, mais monocoup. Et alors c'est assez marrant parce que les Italiens ont développé toute une nouvelle série d'armes basées sur ce système. Notamment, moi ce que j'aime beaucoup c'est les moschetto, les mousquetons en français, ou les carabineurs, ça serait l'équivalent carabineur en allemand. Des armes très courtes avec la baïonnette en dessous, etc. Mais surtout le fusil Veterli dans l'armée italienne va connaître une durée de vie exceptionnelle. Parce que là, je vais vous afficher les différents modèles, mais on arrive quand même à la fin où ils vont en réutiliser durant la Première Guerre mondiale. Et ouais, le 1915, il est en 6.5 Carcano. Ils ont changé les cartouches, ils l'ont adapté. Alors c'est très déconseillé de tirer des cartouches du commerce avec ce type de fusil parce que les boîtiers sont quand même à la base pour de la poudre noire et pas vraiment adaptés pour la poudre sans fumée et des cartouches un peu plus vives. Mais ils n'ont pas eu trop le choix durant la Première Guerre mondiale d'aller récupérer dans les stocks, mais l'armée française l'a fait. L'armée française a récupéré des fusils gras, les a convertis en 8 Lebel. Et c'est exactement la même chose. Bon, sauf que le fusil gras, visiblement, il encaisse quand même un peu mieux que le Carcano. Enfin, que le Veterli italien. Donc bref, et ce que j'ai là, ça c'est peut-être la dernière itération de la famille des Veterli. Alors j'ai eu la chance de la récupérer, celle-ci, parce que ça, si je vous donne la date, vous allez peut-être pas le croire, mais c'est 1934. Eh ouais, 1934. C'est une carabine monocoup en 22 LR. Et ça, c'est vraiment rigolo. Alors, ça n'a pas été utilisé directement, en fait, par les jeunesses fascistes italiennes. Ça a pu être utilisé pour les écoles de tir, etc., mais c'est pas réglementaire au sens strict du terme. Néanmoins, on peut noter que, voilà, c'est noté Beretta Gardone. C'est une invention, une conversion, en fait, pour donner une petite carabine monocoup qui est toujours sur le système Veterli. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est exactement la même culasse. On a un magasin monocoup, la visée est fixe. Donc, toute petite carabine, très sympathique au tir. Voilà. Hop, bon, c'est extrait et ça éjecte très mal. En fait, il y a un système, voilà. Ceci dit, les finitions du bois, du métal, etc., le bronzage est vraiment très très beau. C'est juste que, bon, la point de vue mécanique, c'est pas le top. Il y a un levier, j'ai personnellement pas compris à quoi ça servait, parce que si je le mets là, on va dire que ça met en sécurité, mais je vois pas en quoi ça met en sécurité. Je ne peux pas percuter effectivement, mais par contre, il suffirait, je pense, de remonter et de redescendre, et ça y est, on peut tirer. C'est un peu... Bon, pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt du tout, surtout sur une arme monocoup comme celle-ci. Alors c'est extrêmement léger, ça c'est bien. Vous voyez là, j'arrive pas à extraire. Le truc c'est que je pense que je n'utilise pas forcément les bonnes cartouches parce que les résultats que j'ai eu en cible actuellement avec ce type de carabine sont pas les meilleurs. Mais carabine très très intéressante, très particulière et vraiment sympathique, qu'on voit pas souvent. Mais qui fait partie quand même de la famille des Veterli. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu de pouvoir voir un peu de tir. Je reprécise qu'évidemment le livre est beaucoup plus complet sur l'histoire des fusils Veterli, les différents modèles, les accessoires, les différentes baïonnettes, les cartouches aussi de 10-4 suisse. Il y a toute l'histoire, tout le contexte
aussi de l'histoire suisse, hein, comprendre pourquoi ce pays est neutre et pourquoi, enfin, il a toujours su garder sa neutralité et il l'est encore aujourd'hui. Bref, tout est dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt.